On a vu au chapitre précédent comment calculer des champs électriques de différents objets, comme par exemple une tige, un anneau, un disque. Mais bon, vous comprenez que c'est pas toujours facile à faire. Hein? Ça nécessite beaucoup de calculs. Il existe d'autres techniques qui donnent des résultats plus rapides, sauf qu'on peut le faire seulement pour certains types d'objets. Donc, c'est le sujet du chapitre 3. En fait, pour certains types d'objets qui ont des symétries particulières, on peut utiliser le théorème de Gauss pour déterminer le champ électrique aux alentours de ces objets-là. Donc, si un objet possède une symétrie particulière, le champ de cet objet-là, s'il est chargé, devrait posséder la même symétrie. Donc, il y a trois symétries qu'on peut vérifier. La première, c'est la translation. La deuxième, la rotation. La troisième, la réflexion. Donc, quand l'objet possède une certaine symétrie, ça veut dire qu'après avoir fait une opération de translation ou de rotation ou de réflexion, l'objet dans l'espace demeure inchangé. Donc, la première situation qu'on peut regarder, c'est une sphère. Donc, si je prends une sphère, bon, on peut comprendre que la sphère, si je veux faire une rotation, à l'œil, ça ne changera rien. Okay? Donc, il y a vraiment une symétrie par rapport à la rotation. Donc, le fait de faire tourner la sphère ne changera pas l'objet lui-même dans l'espace. On peut y faire des réflexions aussi. Donc, si je fais une réflexion selon l'axe selon un axe qui passe par son centre, donc peu importe l'axe que je vais choisir, ma réflexion donne exactement le même objet. Donc, j'ai une symétrie de réflexion, j'ai une symétrie de rotation. Par contre, si je prends l'objet puis je vais faire une translation, donc en changeant l'objet de place dans l'espace ici, je change complètement la situation. Okay? Donc, le champ qui est rattaché à l'objet devrait changer de place avec l'objet ici. Donc, quand on a une symétrie, en fait, c'est une symétrie sphérique. Une symétrie sphérique, là, c'est réflexion et rotation. Si on veut déterminer le champ électrique, en fait, la symétrie du champ électrique d'une sphère, il faut absolument qu'on respecte ces deux symétries-là. Donc, ça me prend un champ électrique qui a une symétrie de rotation et de réflexion. Donc, on peut imaginer plein de types de champs électriques. J'invente. Imaginons que je dis, le champ d'une sphère, ça ressemble à ça. Le problème que j'ai, c'est que si je fais faire une rotation de la sphère, je ne change pas l'objet. Par contre, le champ change de disposition complètement, ce qui est complètement illogique parce que c'est le même objet. Je n'ai pas changé sa disposition dans l'espace. Il ne devrait pas changer la disposition de son champ non plus. De toute façon, on voit aussi que par réflexion, ici, j'aurais une réflexion. Ça fonctionnerait de ce point de vue-là, mais il faudrait que tous les axes de réflexion fonctionnent. Donc, par exemple, si je prends cet axe-là, ma réflexion, si je fais une réflexion, j'ai plus du tout la même disposition de champ, tandis que la sphère, elle reste inchangée. Donc, si je veux respecter la symétrie de rotation, ce que je pourrais faire, c'est faire un champ électrique qui est invariant en rotation. Donc, par exemple, un champ électrique comme ça, si je prends la sphère et que je la fais tourner d'un bord ou de l'autre, je ne change pas la configuration de champ ni la configuration géométrique de la sphère. Donc, ça fonctionne. Par contre, si je prends un axe de symétrie puis que je fais faire une réflexion, là, je vais changer le sens du champ électrique. Donc, ça ne fonctionne pas non plus. En fait, pour une sphère, la seule configuration qui fonctionne, puis de toute façon, on l'a vu au chapitre 2, indirectement, c'est comme pour une charge ponctuelle, finalement, la seule symétrie, la seule configuration de champ qui fonctionne, c'est une configuration de champ qui est radiale. Donc, je dois avoir un champ électrique qui peut pointer vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc, on sait que ça dépend du signe de la charge de l'objet, mais je vais avoir, ce qui est clair, c'est que je vais avoir une symétrie de champ qui fait en sorte que le champ est radial. Donc, symétrie sphérique implique un champ radial. Ça, c'est dans R3. Okay? Donc, on peut le voir aussi comme un champ qui pointe vers l'extérieur, mais dans toutes les directions, là, X, Y, Z. Bon, l'autre type d'objet qui possède une symétrie intéressante, c'est le cylindre. Donc, le cylindre, si on regarde encore rotation, translation et réflexion, bon, premièrement, la rotation. Je peux faire une rotation
Donc, mon axe de rotation, si je le passe ici, là, bon, on voit très bien que mon cylindre est invariant sur rotation. Okay, donc, si je le fais tourner dans cet axe-là, je ne changerai pas l'allure du cylindre. Évidemment, si je le fais tourner sous un autre axe, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai une symétrie de rotation par rapport à un axe de rotation qui est par rapport au centre de mon cylindre sur l'axe central. J'ai une symétrie de réflexion. Si je prends un axe de symétrie qui passe par le centre du cylindre, que ce soit ici, ben j'en ai une. J'ai une symétrie de réflexion si je fais une réflexion par rapport à la verticale ici ou par rapport à l'horizontale. Donc, j'ai deux symétries de réflexion. Les autres ne fonctionnent pas. Donc, il faut que mon champ ait cette même symétrie-là. La dernière symétrie, c'est par rapport à la translation. Donc, quand je translate mon cylindre, mais en fait, c'est sûr que si je fais une translation de haut en bas comme ça, il n'y a absolument aucune symétrie. De gauche à droite, non plus. Par contre, si mon cylindre est, je prends ma tige ici, hein, dans le fond, ce que c'est un cylindre qui est très long par rapport à son rayon. Donc, si je fais une translation de ce cylindre-là, c'est certain que les bouts vont changer de position. Mais si je regarde la partie centrale ici, puis que je m'intéresse seulement à cette partie-là, bien, dans cette partie-là, la translation effectue aucun changement sur la zone locale de mon cylindre. Donc, le champ électrique d'un cylindre qui est très long devrait être invariant en translation vers le centre du cylindre. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme configuration de champ maintenant? Ça me prend un champ électrique qui est, premièrement, qui est invariant au niveau de la rotation par rapport à un axe qui passe par le centre du cylindre. Donc, ça, c'est sûr que ça ressemble un petit peu au cas de la sphère. Ça me prend absolument un champ électrique qui est orienté de façon radiale. Donc là, je vais le faire en 3 dimensions, mais j'aurai aussi une partie du champ qu'on verra apparaître là, avec une composante qui sort de la page. Okay? Donc, en gros, si je faisais une vue de profil, en prenant, disons, un des bouts du cylindre, il faudrait que ce champ-là soit radial. Donc, de cette façon-là, si mon cylindre se met à tourner autour de l'axe central, bien, mon champ ne changera pas de configuration. En même temps, quand je fais ça, bien, je respecte le fait que bien, j'ai une symétrie. Hein, si je fais une symétrie par rapport à mon axe vertical ici, ou par rapport à cet axe-là, bien, la symétrie est respectée. Maintenant, ce qui ne l'est pas nécessairement, c'est au niveau de la translation. Donc, on voit que si je prends le cylindre et que je le déplace de gauche à droite, bien, mon champ devrait se déplacer avec le cylindre. Donc, c'est pour ça qu'un cylindre qui a une longueur qui est finie comme ça, bien, on devrait avoir des effets. On devrait avoir des effets de bord comme ça. Donc, un champ électrique qui change d'orientation puis qu'éventuellement, on va faire le tour du cylindre. Donc, demain, c'est sûr qu'on verra qu'avec le théorème de Gauss, là, je ne peux pas calculer le champ d'un cylindre comme ça. Par contre, si je suppose qu'il est suffisamment long, je néglige les effets de bord. Puis là, en fait, c'est un peu comme si mon cylindre, là, il n'y avait pas d'extrémité. Donc, si mon cylindre n'a pas d'extrémité, ben, il est invariant sous forme de translation. Donc, le champ électrique que vous avez là, c'est le champ électrique d'un long cylindre. C'est le cylindre infini. Donc, c'est encore une fois un champ qui est radial. Mais pas radial sphérique, là, mais plutôt cylindrique. Okay? Donc, le champ possède la bonne symétrie ici. Pour un plan, la symétrie qui est la plus frappante, c'est la symétrie de réflexion. Donc, si je prends mon plan, là, ce que je vais faire, je vais le dessiner. Donc, c'est un peu comme si je le penchais là, pour voir. Dans le fond, mon plan, je le mets comme ça. Là. Bien, il y a une symétrie. Hein, si je prends comme axe de symétrie un axe qui passe par le centre de mon plan, bien, ce qui est en haut, je le retrouve en bas. Okay? Parce que si j'inverse le sens du plan, je ne change pas du tout l'objet. Donc, ça me prend un champ électrique
qui a une orientation qui possède cette symétrie-là. Donc là, c'est sûr que si je prends un champ électrique qui est orienté comme ça, puis que je veux respecter la symétrie, ben, il faudrait que mon champ électrique soit orienté comme ça en bas. Donc là, ce que je vous dis par là, c'est que cette symétrie-là implique absolument que le champ électrique, en haut et en bas, hein, si je change le sens, je devrais trouver la même chose. Donc, je respecte ma symétrie. Par contre, ce n'est pas le seul axe de symétrie que je peux avoir. Donc, si je prends un autre axe de symétrie qui passe par le centre de ma plaque, donc imaginez cette plaque-là, là, donc que je la coupe en deux ici, là, ben, je peux la faire, je peux y faire une symétrie dans cet axe-là aussi. Là. Mais le problème avec le champ en bleu que j'ai dessiné, c'est que là, maintenant, ma symétrie ne tient plus. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut absolument que je fasse un champ électrique qui possède ces deux symétries-là comme possibilité. C'est un champ qui est perpendiculaire à mon plan. Okay? Donc, en fait, ce que j'aurais là, ici, la même chose, j'aurais un champ, si je le dessine en 3 dimensions, okay? Ben, ce serait ce genre de configuration-là que j'aurais. Évidemment, encore une fois, là, il y a les effets de bord. C'est-à-dire que si mon plan il y a une dimension qui est finie, ben, si je prends mon plan et que je fais faire une translation, bon, ben là, je change complètement l'objet dans son environnement. La position change, le champ va changer de position aussi. C'est pour ça que quand ma plaque a, quand mon plan a une longueur finie, ben, comme pour le cylindre qui a une longueur finie, c'est que je vais avoir des effets de bord. Je vais avoir quelque chose là, plus compliqué là, au bord. Là, évidemment, tout ça, c'est vraiment difficile à les trouver, là, la forme exacte de ce champ-là. C'est pour ça que, comme pour le cylindre, hein, des fois, ce qu'on va faire comme approximation, c'est qu'on est soit très près de la plaque ou que la plaque est très grande. Donc, si on prend une plaque, on va faire référence à la plaque infiniment grande. Hein, on peut négliger les effets de bord si on considère que la plaque est suffisamment grande, de sorte que si on effectue une translation, bien, si on se concentre sur une région qui est au centre de la plaque, bien, pour une translation qui n'est pas trop grande, là, on ne verra aucun changement. Donc, c'est pour ça que pour une plaque infinie, on peut considérer que mon champ électrique est complètement vers le haut. Okay, donc, on aurait un champ électrique qui pointe soit vers le haut ou vers le bas, dépendamment si c'est une charge positive, si c'est une charge négative, c'est le contraire. Donc, en gros, mon champ doit posséder la symétrie de mon objet. Avant d'aller au théorème de Gauss, je dois faire une petite section sur le flux électrique. Donc, je vais définir ce qu'est le flux électrique, puis on va s'en servir éventuellement dans le théorème de Gauss. Donc, le flux électrique, donc on sait que le champ électrique, c'est un champ vectoriel, hein, donc c'est plusieurs vecteurs qui remplissent l'espace. Le flux électrique, ce que c'est que ce champ-là, si je le fais traverser une surface, bien, on parle de flux quand on regarde le nombre de lignes qui traversent cette surface-là. Donc, on va prendre un champ électrique uniforme pour commencer, c'est plus simple. Donc, un champ qui est orienté selon l'axe des X. J'essaie de le faire en perspective, là, donc c'est un champ qui se propage là, vers l'axe des X. Je mets au travers du chemin de ce champ-là, je vais mettre une surface, disons A1. Je vais en mettre une plus loin, là, A2. Okay? Donc, imaginons que ce champ-là, là, c'est sûr que je l'ai arrêté ici, le champ, mais en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il continue. Okay? Donc, quelque chose comme ça. Là. Bon, ben, la notion de flux électrique, c'est sûr que ici, là, si on regarde chacune de ces surfaces-là, il y a une surface pour laquelle il y a plus de lignes de champ électrique qui passent que l'autre. Okay? Puis, en fait, la notion de flux électrique, c'est un peu relié, ben, c'est pas mal relié à ça, en fait. Donc, on définit le flux électrique comme étant, bon, c'est la lettre phi majuscule, le flux électrique. Mettre un petit indice E parce qu'on verra éventuellement à la fin de la session qu'il existe aussi un flux magnétique. Donc, le flux électrique, si mon champ est constant, c'est E fois A. Okay? Donc, dans le fond, j'ai un champ électrique qui a une certaine intensité E, puis j'ai une surface A qui a une certaine R. Donc, évidemment, plus l'air est grande, plus il y a de lignes de champ électrique qui vont passer à travers la surface. Donc, ça, c'est proportionnel à A.
Puis pourquoi c'est proportionnel à E, qu'on a vu là au chapitre précédent, que la distance entre les lignes de champ est proportionnelle à l'intensité du champ électrique. Donc, ici, évidemment, ça c'est bon seulement si mon champ il est perpendiculaire à ma surface. Okay? On peut très bien s'imaginer que si la surface A1 tend vers 0, il n'y a plus de flux. Okay? Ou encore, si le champ tend vers 0, il n'y a plus de flux. Maintenant, ces surfaces-là, ils pourraient être orientées. Hein? C'est sûr, je les ai mis perpendiculaires, mais bon, je vais enlever la surface A1. Là. Donc, si je prends une surface qui a une certaine orientation, okay, bien là, ce que je vais avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est sûr que l'orientation de ce plan-là est vraiment important parce que je vais avoir un flux maximal si je suis perpendiculaire. Puis à l'autre limite, bien, si mon plan est orienté dans cette direction-là, il n'y en aura pas de flux. Il n'y aura pas de lignes de champ qui vont passer à travers la surface. Donc, l'angle, l'orientation est vraiment important. Puis là, ce qu'on va devoir faire pour bien définir mathématiquement le flux électrique, c'est qu'on va se définir un vecteur de surface. Donc, ma surface rectangulaire ici a une certaine grandeur hein, en mètres carrés. Le vecteur de surface, c'est le vecteur, je vais le nommer A. C'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface et dont la grandeur correspond à l'aire de la surface. Okay? Ce vecteur-là, là, c'est possible de déterminer l'orientation θ entre ce vecteur-là et le champ électrique. Et c'est cette orientation-là qui m'intéresse, parce que je sais que si θ vaut 0, j'ai un flux maximal. Si θ vaut 90, j'ai un flux qui est nul. Okay? En réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que le flux électrique, quand je considère l'orientation de ma surface, ben, c'est plus seulement le produit E fois A, c'est le produit scalaire entre E et A. De sorte que le produit scalaire est défini comme la norme de E fois la norme de A fois le cosinus de l'angle θ. J'ai un flux maximal si θ vaut 0, j'ai un flux nul si θ vaut 90 degrés. Puis on pourrait même dire que si l'angle est plus grand que 90, je pourrais avoir un flux négatif aussi. Okay? Bon, tout dépendamment de comment on définit la surface intérieure et extérieure. Donc, le flux électrique, c'est ça. Les unités du flux électrique, c'est des newtons par coulomb fois des mètres carrés, tout simplement. Ça va bien. Donc, cette équation-là est adéquate et parfaite pour un champ électrique qui est uniforme. Donc, quand mon champ électrique pointe dans une direction, puis que la grandeur est la même tout le temps, bon, ben, c'est pas compliqué, c'est le produit scalaire entre les deux. On pourrait avoir une différence dans l'intensité du champ magnétique, une variation, puis on peut aussi avoir une surface qui est courbée. Donc, il y a quand même de quoi de compliqué qu'on peut faire là. Donc, si je prends un champ électrique quelconque, donc c'est un champ électrique qui a quand même ici une bonne variation d'intensité et de direction. Donc, c'est un champ qui n'est pas du tout constant. Puis, je pourrais prendre aussi une surface qui est courbée. Donc, pour essayer de la dessiner, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de... Donc, imaginez une espèce de dôme. Okay? Donc, j'ai fait un petit point de réflexion ici là, pour montrer c'est comme une surface qui est courbée. Donc, mon champ électrique, ce que je pourrais faire, c'est juste montrer là, que ce champ-là, il traverse la surface okay, en différents points. Évidemment, j'ai fait 4 lignes de champ, mais j'aurais pu en faire beaucoup plus. Là. Et l'idée là-dedans, c'est qu'il y aura un flux électrique au travers de cette surface-là, mais comment j'arrive à le calculer? Bon, bien, ce qu'il faut faire pour ça, c'est que, imaginez que cette surface-là, même si elle est courbée, là, je peux la décomposer en plein de petites surfaces. Donc, je pourrais prendre, par exemple, cet élément de surface-là, okay, que je vais nommer dA. Donc, le vecteur de surface sera dA. On comprend que ma surface, là, en jaune, ben, c'est la somme de tous les éléments dA qui composent cette surface-là. Si je prends cet élément de surface-là, puis que je suis capable de calculer le vecteur de champ électrique
qui passe à travers la surface à cet endroit-là, puis que je suis capable de déduire l'angle entre les deux, ben bingo, je viens de trouver une partie du flux total. Maintenant, si je veux avoir le flux total, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'intégrale sur la surface. Okay? Donc, c'est ça, en fait, l'idée derrière la situation qui est la plus générale possible. Là. Donc, je vais définir le flux électrique. Ça va être l'intégrale de tous les mini-flux de chacun de ces petits dA-là. Donc, on va arriver avec cette équation-là pour la forme générale du flux électrique. Donc, on comprend très bien que maintenant, si j'ai une surface qui est... en fait, si j'ai un champ uniforme puis une surface qui est droite, bien, mon E, ce que je peux faire, c'est le sortir d'intégrale. Puis il me reste une intégrale de dA qui vaut A. Donc, j'ai E point A, produit scalaire, si mon champ est uniforme. Dernière petite chose, je peux placer là-dedans, j'ai toujours pris des surfaces qui étaient des surfaces non fermées, là, avec un périmètre. Mais je peux placer à l'intérieur d'un champ une surface qui est fermée. Pensez à une sphère. Okay? Une sphère, la surface, l'air d'une sphère, ben, c'est une surface qui est fermée sur elle-même. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de barre à ça. Donc, en fait, n'importe quelle espèce de surface, ben, je vais prendre une sphère. Okay? Donc, une sphère comme ça, peut-être pas super sphérique, là, mais une bulle. Prenons une bulle de savon, comme une bulle de savon. Okay? Donc, c'est une surface qui est fermée. Cette surface-là, bien, ce que je vais avoir, c'est que si je veux calculer le flux électrique au travers de la surface, ça ne changera pas la définition de tantôt. Là. Mais la petite distinction, c'est que, donc, si je prends un élément de surface qui est ici, par exemple, ou si j'en prends un qui est là, bien, mes vecteurs dA vont effectivement avoir une orientation différente. On peut en déduire que, parce que, étant donné que mon champ électrique ici est dans cette direction-là, tandis qu'ici il est dans cette direction-là, en termes de signe, le flux électrique sur cette mini-surface-là, okay, il est négatif. Tandis qu'ici, c'est un flux qui est positif. Donc, si j'ai une surface fermée, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que pour une surface fermée, on va toujours orienter le vecteur de surface vers l'extérieur de cette surface-là. Okay? Bon, je ne pourrais pas avoir un dA ici pour cet élément-là, puis un dA vers l'intérieur pour l'autre. Okay? Mon dA, s'il pointe vers l'extérieur, il va pointer vers l'extérieur pour tous les éléments de cette surface-là. Donc, mon flux électrique se calcule de la même façon. C'est l'intégrale de E point dA. La seule chose, c'est que si on a l'intégrale sur une surface fermée, le symbole, ça c'est nouveau là, pour vous, c'est qu'on ajoute un petit cercle ici. Donc, on a une intégrale sur une surface fermée de E.dA. Okay? Donc, quand vous voyez ce petit symbole-là ici, pensez que c'est parce que c'est pour une surface qui est fermée. Juste ici, se rappeler que dans ce cas-ci, quand le champ entre dans la surface fermée, le flux est négatif, puis ici, il est positif. Okay? Donc, petite question. Ben, on n'y répondra pas tout de suite, mais j'ai une surface fermée, j'ai un flux qui est négatif, j'ai un flux qui est positif. Qui va gagner ici? Est-ce que le flux net va être positif ou négatif? Est-ce qu'il va être nul? C'est une bonne question, hein? Donc, on est vraiment, là, on entre dans le cadre du théorème de Gauss. Donc, prochaine section, c'est à cette question-là qu'on va répondre.